Versailles. Derrière ces dorures éblouissantes et ces jardins parfaits se cache une histoire plus dense qu'on ne l'imagine. Ici, on a célébré des victoires et pleuré des défaites. On a dansé jusqu'à l'aube et comploté dans l'ombre. Ces murs ont vu la naissance de rois, mais aussi leur chute. Ils ont abrité des banquets fastueux, des amours interdites et des condamnations à mort. Chaque pierre, chaque fontaine, chaque tableau est un témoin muet des passions et des tragédies qui ont façonné la France. Aujourd'hui, je vous emmène derrière le décor. Oubliez l'image de carte postale. Nous allons plonger dans le Versailles vivant, éclatant, parfois cruel. Là où l'histoire a laissé une empreinte indélébile. Versailles n'a pas toujours été le domaine fastueux que l'on connaît. La première trace écrite du lieu remonte en 1038, dans un document lié à l'abbaye Sainte-Père de Chartres. Pendant longtemps, il ne s'agit que d'une petite seigneurie qui change plusieurs fois de main. En 1561, elle est vendue à Martial de Loménie, secrétaire des finances du roi Charles IX, avant de passer pour 35 000 livres à Albert de Gondi, un proche de la reine Catherine de Médicis. C'est à cette époque qu'existe déjà une demeure seigneuriale. Elle se trouvait à l'emplacement actuel de l'hôtel des Affaires étrangères et de la Marine. Pas là où se dressera plus tard le château. En 1589, juste avant de devenir le roi de France, le roi de Navarre, futur Henri IV, séjourne à Versailles. Invité par Albert de Gondi, il reviendra plusieurs fois au début du XVIIe siècle. Le futur Louis XIII, encore enfant, il découvre la chasse en 1607. Très important. Une passion qui marquera toute sa vie. Au début du XVIIe siècle, les terres autour sont partagées entre la famille de Gondi et le prieuré Saint-Julien de Versailles. Jean-François de Gondi, archevêque de Paris et seigneur de Versailles, possède alors la majeure partie du domaine. C'est en 1623 qu'il cède au roi Louis XIII une partie des terrains, puis en 1632, la totalité de la seigneurie. À cet endroit, il n'y a alors pas de palais ni de jardin, seulement un moulin à vent. Mais le destin du lieu est sur le point de basculer. On va donc commencer par la première partie. À l'aube du XVIIe siècle, Versailles n'était qu'un petit village perdu au milieu de terres marécageuses et boisées, fréquenté seulement par quelques paysans et chasseurs. En 1623, Louis XIII, passionné de chasse, comme je vous ai dit un peu avant, mais aussi en quête d'un refuge au loin de l'agitation de Paris, décide de s'installer au sommet du plateau de Versailles, dans un lieu appelé le Val de Galie. Il fait construire un modeste pavillon en briques et en pierre. C'est à la fois un rendez-vous de chasse et un lieu de repos, sur un terrain acheté avec un moulin et la maison du meunier, entourée de marais. Alors, on ignore le nom de l'architecte, mais le maître maçon Nicolas Huot réalise un corps de logis long de 35 mètres pour à peine 5,80 de large. Flanqué de 2 ailes plus basses, ce bâtiment d'architecture simple de matériaux modestes est entouré de fossés, précédé d'une terrasse et d'un jardin de 2 hectares. Un jardin qui est dessiné par Jacques Boisseau. L'entrée se fait par une porte cochère ornée des armes royales. À l'intérieur, l'appartement du roi comprend une petite galerie ornée d'un tableau du siège de La Rochelle, suivi de 4 pièces tendues de tapisserie, avec en son centre un salon qui correspondra plus tard à l'emplacement du lit de Louis XIV. Le château ne possède aucun appartement pour les dames, si bien que la reine Anne d'Autriche, donc sa femme, et la reine-mère Marie de Médicis, donc sa maman, d'accord, ne font qu'y passer sans y dormir. Donc le château sera surnommé le chétif château ou le château de cartes. Pourquoi le château de cartes ? À cause de ses briques rouges, l'édifice reste un lieu modeste, presque rustique, mais il va connaître dès 1630 un épisode politique majeur qui se nomme la Journée des Dupes, où Richelieu, venu en secret, parvient à regagner la confiance du roi et à faire exiler la reine-mère. Je vais donc vous faire une courte parenthèse pour vous expliquer qu'est-ce que la Journée des Dupes, et là nous allons entrer dans les parties les plus intéressantes de l'histoire du château de Versailles. Soyez attentifs. Le cardinal de Richelieu, principal ministre de Louis XIII, pousse à ses politiques ambitieuses. La reine-mère Marie de Médicis, donc la mère de Louis XIII, s'oppose à lui et veut le renverser.
Elle juge sa politique beaucoup trop coûteuse et trop risquée, et préfère une alliance avec l'Espagne. Elle réussit à rallier autour d'elle une partie de la cour, notamment Gaston d'Orléans, le frère du roi, et plusieurs ministres. Le 10 novembre 1630, Marie de Médicis convoque Louis XIII au palais de Luxembourg et lui demande de se séparer de Richelieu. Le roi, devant sa mère et plusieurs courtisans, semble céder et donne l'impression qu'il va renvoyer le cardinal. Les partisans de la reine-mère se croient bien évidemment vainqueurs, d'où le nom Journée des dupes, qui va prendre tout son sens. Car ils vont se tromper très lourdement. Richelieu, mis au courant, se rend discrètement à Versailles où se trouve Louis XIII. En privé, il expose ses arguments, défend sa politique et regagne la confiance du roi. Le lendemain, Louis XIII confirme publiquement son soutien à Richelieu. Marie de Médicis, quant à elle, furieuse, quitte la cour et sera finalement exilée à Compiègne, puis contrainte de s'exiler définitivement hors de France. Richelieu sort désormais renforcé et il gouvernera quasiment sans opposition avec une main de fer. Je ferme donc cette petite parenthèse et je reviens sur le château. Donc, ce modeste relais de chasse, bâti pour satisfaire le plaisir et la tranquillité du roi, n'était alors encore qu'un cabaret à roulier, aux yeux de certains. Mais son destin était sur le point de changer pour toujours. Et nous allons voir la seconde partie. Le 8 avril 1632, Louis XIII rachète le domaine de Versailles à Jean-François de Gondi, archevêque de Paris. En mai 1631, débutent des travaux d'agrandissement qui sont dirigés par l'ingénieur et architecte Philibert Leroy. À chaque angle sont ajoutés des petits pavillons en décroché, les ailes sont remaniées. En 1634, le mur fermant la cour est remplacé par un portique en pierre à 6 arcades garnies de ferronnerie. Le château reçoit sa première décoration florale et les jardins sont agencés à la française par Boisseau et Meneaux, décorés d'arabesques et d'entrelacs. Les crépis sur moellons sont remplacés par des façades de briques et de pierre. Une terrasse servant de promenade, avec une balustrade décorée d'oves, est aménagée en 1639 devant la façade principale du château, au-dessus du parterre qui est accessible par un escalier. Ce château correspond actuellement à la partie en U qui entoure la cour de marbre. En 1643, sentant sa mort approcher, Louis XIII déclare: Si Dieu me rend la santé, j'arrêterai le cours du libertinage, j'abolirai les duels, je réprimerai l'injustice, je communierai tous les 8 jours. Et sitôt que je verrai mon dauphin en état de monter à cheval et en âge de majorité, je le mettrai en ma place, et je me retirerai à Versailles avec 4 de vos pères, pour m'entretenir avec eux des choses divines, et pour ne plus penser de tout qu'aux affaires de mon âme et de mon salut. Et on va passer maintenant à la partie 3. Lorsque son fils Louis XIV monte sur le trône, Versailles n'est encore qu'un refuge tranquille, loin de l'agitation de Paris et de la cour. Mais le jeune roi, marqué par la fronde qui avait bouleversé son enfance, nourrit une profonde méfiance envers la capitale et rêve d'un lieu où il pourrait régner à distance, en maître absolu. Je vais revenir sur cette fronde qui a marqué le roi. La fronde dont il est question ici était en fait une série de révoltes et de guerres civiles qui ont eu lieu en France entre 1648 et 1653. Pendant la minorité de Louis XIV. Elle opposait le pouvoir royal, donc la régente Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin, à une coalition de nobles, parlementaires et bourgeois qui contestaient l'autorité du roi et voulaient limiter le pouvoir central. Les Parisiens et une partie de la noblesse se sont rebellés contre le pouvoir royal. Louis XIV, alors enfant, a dû fuir Paris avec sa mère pour échapper aux émeutes. Cet épisode l'a marqué à vie. Il a gardé une profonde méfiance envers la capitale et ses habitants. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il a voulu installer sa cour à Versailles, loin de Paris, pour mieux contrôler la noblesse. En revanche, comme vous pouvez l'entendre dans mes explications, nous parlons donc de l'enfant Louis XIV et de sa mère, qui est donc la reine Anne d'Autriche. Mais où est Louis XIII? Nous savons qu'il était proche de la mort et a dit ses dernières paroles, mais la suite. Pendant la fronde, qui a eu lieu en 1648 et 1653, Louis XIII était déjà mort depuis 1643. Il est mort, plus précisément, le 14 mai après une longue maladie digestive. Les historiens et médecins ne sont pas tous d'accord sur la cause exacte. L'hypothèse la plus citée aujourd'hui est une maladie de Crohn, donc c'est une inflammation chronique intestinale, au vu des symptômes décrits. À l'époque, la médecine n'était pas spécialement élaborée et il a subi des traitements très agressifs.
On parle de multiples saignées, de lavements et de purges qui ont pu aggraver son état à défaut de l'améliorer. À la suite de tout ça, Louis XIV comprend très vite que Versailles, avec ses vastes terrains, ses bois et son horizon dégagé, pourrait devenir bien plus qu'un simple relais de chasse. Maintenant, retenez bien la date de 1661. Elle est importante et déclenchera énormément de choses. En cette date, après la chute de son puissant ministre Fouquet, accusé de vouloir rivaliser avec lui par le faste de son château de Vaux-le-Vicomte, Louis XIV décide d'entreprendre à Versailles un chantier colossal qui ne sera pas seulement architectural mais politique. Bâtir un palais si grandiose qu'il écraserait toute opposition et attirerait toute la noblesse à ses pieds. Ce petit pavillon de chasse allait se transformer, pierre après pierre, dorure après dorure, en un théâtre monumental où chaque façade, chaque jardin, chaque fontaine servirait à mettre en scène la gloire du roi Soleil. Mais nous, on veut un peu plus de détails sur cette chute de ce puissant ministre Fouquet. Que s'est-il passé une fois de plus? Fouquet était l'homme chargé de gérer les finances du royaume. Il s'était énormément enrichi et avait fait construire à Vaux-le-Vicomte un château somptueux avec des jardins splendides en employant les meilleurs artistes, style Le Vau, Lebrun et le nôtre. Le 17 août 1661, Fouquet invite Louis XIV à une fête grandiose à Vaux-le-Vicomte, avec feux d'artifice, banquets, théâtre, musique. Mais il y a un problème. Le roi trouve cette réception trop somptueuse pour un simple ministre. En pénétrant dans le cœur du château, impossible de manquer la galerie des glaces. Ce couloir de lumière long de 73 mètres où 17 immenses miroirs reflètent la clarté venant des jardins. Ici, tout est calculé pour éblouir les ors scintillants, les plafonds peints qui racontent les victoires, bien évidemment, du roi Soleil. C'est ici aussi que l'on recevait les ambassadeurs étrangers, qu'on organisait des fêtes, des cérémonies et qu'on montrait au monde entier la puissance de la France. En avançant, on arrive à la chambre du roi, sanctuaire absolu de l'étiquette royale. Car oui, le lever et le coucher étaient de véritables spectacles, codifiés dans les moindres gestes. Louis XIV, même dans son sommeil, restait un acteur de son propre pouvoir. Observé par la cour entière, mais Versailles ne se limite pas à ses murs. À l'extérieur, les jardins s'ouvrent comme un théâtre infini. André Le Nôtre y a tracé des allées droites, des perspectives vertigineuses et disposé des fontaines qui ne sont pas de simples décorations, mais des récits sculptés racontant la mythologie et les saisons, sans oublier bien évidemment les triomphes du roi. Enfin, dans les ailes opposées, les appartements de la reine offrent un décor raffiné, riche en dorures et teintures précieuses, mais soumis à un protocole tout aussi rigoureux. Loin d'être un refuge intime, c'était un lieu où chaque mouvement, chaque parole se déroulait sous les yeux attentifs de la cour. Et comme nous l'indique la partie suivante, pendant plus d'un siècle, Versailles ne fut pas seulement un palais magnifique, il fut le véritable cœur battant du royaume de France. De 1682, date à laquelle Louis XIV y installe officiellement la cour et le gouvernement, jusqu'en 1789, toutes les décisions majeures qui façonnèrent le destin du pays y furent prises. Le château était à la fois la résidence du roi, le centre administratif et la scène où se jouait la vie politique. Les nobles, tenus de résider à Versailles, étaient ainsi tenus à distance de Paris et bien évidemment placés sous l'œil constant du souverain. Chaque salle, chaque couloir, chaque jardin participait à un ballet de pouvoir, où l'étiquette réglait le moindre geste. Le 1er septembre 1715, Louis XIV meurt d'une gangrène à la jambe. Vers le mois d'août, il ressent une douleur à la jambe gauche. Au début, ses médecins pensent à une sciatique ou à une simple douleur due à l'âge. Mais la douleur empire rapidement et la jambe commence à noircir. Signe typique de la gangrène. Une infection grave due à la mort des tissus. À l'époque, les moyens médicaux étaient assez limités. On tente de le soulager avec des cataplasmes, mais aussi avec des bains. Rien n'y fait. La gangrène progresse et il souffre atrocement pendant plusieurs jours. Lucide et conscient, il sait que la fin est imminente. Il passe ses derniers jours à donner des conseils à son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, et à faire ses adieux à sa cour. Le matin du 1er septembre 1715, il rend l'âme à Versailles dans sa chambre,
après 72 ans de règne, le plus long de l'histoire de France. Car oui, vous avez bien entendu, Louis XV n'est pas le fils de Louis XIV, c'est son petit-fils. Car en réalité, il y a plusieurs générations d'écart entre eux à cause des décès prématurés dans la famille. Mais ça, nous le verrons plus tard à travers une autre vidéo. Et si vous avez été présent sur le live Twitch, vous savez un petit peu à quoi je fais référence, si je vous parle un peu de la malédiction des reines. Bref, donc Louis XIV est né en 1638 et décède en 1715. Son fils aîné, Louis de France, meurt en 1711, avant lui. Le fils, le duc de Bourgogne, meurt en 1712. Louis, duc de Bretagne, meurt aussi en 1712 à l'âge de 5 ans. Ne reste alors qu'un seul héritier, le petit frère du duc de Bretagne, un enfant de 5 ans nommé Louis, duc d'Anjou, qui deviendra Louis XV. Ce qui nous fait tout droit arriver à la partie suivante. Alors, le 1er septembre 1715, Louis XIV meurt à Versailles. Son arrière-petit-fils, Louis XV, n'a que 5 ans. Comme il est mineur, c'est le duc d'Orléans qui devient régent. De 1715 à 1722, donc sous la régence, la cour quitte Versailles pour s'installer à Paris, principalement au Palais Royal et au Louvre, car le régent préfère la capitale. Versailles reste entretenu mais beaucoup moins animé. En 1722, Louis XV, alors âgé de 12 ans, ramène officiellement la cour à Versailles. Le château redevient le centre du pouvoir, il y grandit, y vit, il fait réaliser de nombreux aménagements, comme des petits appartements, des modifications décoratives, des réaménagements dans le jardin. C'est un roi plus discret, contrairement à son arrière-grand-père. Louis XV n'aime pas particulièrement les grandes mises en scène publiques. Il respecte l'étiquette, mais préfère l'intimité. Petit à petit, il se fait aménager de nouveaux espaces privés, les petits appartements, pour échapper à la foule et vivre à l'écart des regards. Au niveau des transformations et des embellissements, Louis XV apporte des améliorations au château. On a la construction de l'Opéra Royal, inauguré en 1770 pour le mariage du futur roi Louis XVI avec Marie-Antoinette. On a la création de nouveaux petits cabinets et pièces raffinées dans le style rocaille. On a, comme dit un peu plus tôt auparavant, l'aménagement dans les jardins, mais à une échelle plus modeste que Louis XIV. Une modernisation technique, comme l'installation d'eau courante dans certaines parties du château. Le règne de Louis XV est marqué par l'affluence de ses favorites, notamment Madame de Pompadour, qui joue un grand rôle dans les arts et la mode, et Madame du Barry. À la fin du règne, elles font travailler de nombreux artistes et artisans, donnant à Versailles un style plus intime et raffiné. À la fin de son règne, il devient un roi impopulaire. Si Louis XV est surnommé le bien-aimé, au début sa popularité s'effrite. Ses guerres coûteuses, comme la guerre de 7 ans, et les défaites militaires, ternissent son image. Versailles reste un symbole de la monarchie, mais commence à être critiqué comme un lieu de dépenses excessives déconnecté du peuple. En 1774, c'est la fin de son règne. Louis XV meurt de la variole à Versailles. Son petit-fils, Louis XVI, lui succède. Louis-Auguste a 19 ans et devient Louis XVI, roi de France et de Navarre. Il hérite d'un royaume prestigieux mais financièrement affaibli par cette fameuse guerre de 100 ans. Nous allons maintenant parler d'un événement que tout le monde connaît, le mariage de Marie-Antoinette. En 1770, avant même d'être roi, il avait épousé Marie-Antoinette d'Autriche, âgée alors de 14 ans. Ce mariage, voulu pour sceller l'alliance entre la France et l'Autriche, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et Marie-Antoinette sera longtemps critiquée pour son influence et son goût de luxe. Le couple aura 4 enfants, mais 2 mourront jeunes. Pour ma part, une question me trottait un peu en tête. Comment se sentait Marie-Antoinette à travers ce mariage? Il faut savoir qu'au départ, elle n'était pas particulièrement enthousiasmée par ce mariage avec le roi. On va remettre un petit peu tout dans le contexte. Elle n'a que 14 ans qu'on lui annonce qu'elle doit quitter Vienne pour Versailles. Ce mariage est arrangé par sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, pour sceller la fameuse alliance politique entre la France et l'Autriche. Il ne faut pas oublier qu'on parle de décennies de rivalité. Pour Marie-Antoinette, c'est un déracinement total. Elle doit quitter sa famille,
quitter son pays, supprimer ses habitudes et même ses vêtements, car selon la tradition, elle traverse la frontière nue pour être recréée française. Dans un premier temps, elle va être quand même assez curieuse et toutefois flattée d'épouser le futur roi de France. Mais elle va être aussi effrayée par la rigidité de l'étiquette versaillaise. Elle se sent seule et isolée car elle ne connaît personne et parle un français très hésitant. Louis-Auguste, lui, de son côté, est timide, maladroit et peut porter sur les élans romantiques, ce qui facilite clairement pas le rapprochement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant plusieurs années, le mariage n'est même pas consommé. Et ceci va vraiment alimenter les rumeurs et les moqueries à la cour. Au début, elle va vraiment souffrir des critiques et se réfugie dans des amitiés féminines. Elle se plonge dans les divertissements comme le théâtre, les fêtes ou les modes. Elle a parfois l'impression d'être un pion politique plus qu'une épouse aimée. Plus tard, elle développera toutefois une vraie affection pour Louis XVI, surtout quand ils partagent les joies de la naissance de leur enfant. Mais leur couple reste très discret et peu démonstratif. Donc en résumé, Marie-Antoinette a abordé ce mariage comme un devoir politique avec une part de curiosité, mais aussi beaucoup d'appréhension et de solitude au début. Ce n'était pas un coup de foudre, mais plutôt une relation construite avec le temps dans un environnement très contraignant. Un roi réformateur mais hésitant, Louis XVI n'est pas un roi oisif, il s'intéresse aux sciences, à la marine, à la géographie et aux réformes. Il soutient les explorations, modernise l'administration et aide même les insurgés américains contre l'Angleterre, qui est la guerre d'indépendance des États-Unis. Mais cette guerre, elle creuse encore et encore plus les dettes du royaume. Il tente de réformer le système fiscal pour faire payer la noblesse et le clergé, mais se heurte à leur opposition. Ses hésitations, son manque de fermeté politique et le fossé grandissant entre la cour et le peuple aggravent la crise, ce qui déclenchera une révolution. En mai 1789, face à la crise financière, il convoque les États généraux à Versailles, une assemblée qui ne s'était pas réunie depuis 1614. Très vite, cette réunion dégénère en crise politique. Le tiers-État se proclame Assemblée nationale, marquant le début de la Révolution française. Le 5 et 6 octobre 1789, après la marche des femmes sur Versailles, la famille royale est forcée de quitter le château pour s'installer aux Tuileries à Paris sous surveillance. Je vais maintenant vous en dire un peu plus sur cette marche des femmes. On est le 5 octobre 1789. À Paris, la colère gronde. Le pain est rare et hors de prix. La famine menace et le peuple estime que le roi et la cour vivent dans un opulence à Versailles pendant que lui, le peuple, meurt de faim. La veille, l'Assemblée nationale qui siège aussi à Versailles a vu la tension monter. Des rumeurs circulent sur un banquet donné par la garde royale où l'on aurait piétiné la cocarde tricolore, symbole de la Révolution. Ce qui met un petit peu le feu aux poudres. Le départ de la marche, tôt le matin, des centaines de femmes, boulangères, lavandières, marchandes, domestiques, se rassemblent à l'hôtel de ville de Paris. Elles veulent du pain et elles veulent parler au roi. Peu à peu, la foule enfle. Plusieurs milliers de femmes armées de bâtons, de fourches, de couteaux et même de quelques canons récupérés se mettent en route sous la pluie pour les 20 km qui les séparent de Versailles. Des hommes se joignent aussi à la marche, dont le célèbre révolutionnaire Lafayette, à la tête de la garde nationale qui tente de garder la situation sous contrôle. Arrivé à Versailles en fin d'après-midi, la foule arrive devant le château. Les femmes envahissent la cour et demandent à voir le roi. Louis XVI accepte de les recevoir dans la soirée. Il promet de faire baisser le prix du pain et d'approuver les décrets de l'Assemblée. Mais, pendant la nuit, la tension ne retombe pas. Le matin de 6 octobre, une partie de la foule force les grilles, envahit le château et se dirige vers les appartements de la reine Marie-Antoinette. Réveillée en urgence, s'échappe par une porte dérobée pour rejoindre le roi. Des gardes du corps sont tués, des fenêtres brisées et la situation menace de tourner au massacre. Pour apaiser la foule, Louis XVI se présente sur le balcon, puis Marie-Antoinette elle-même apparaît, seule face à une mer de visages hostiles. Contre toute attente, son calme et sa dignité impressionnent une partie des émeutières. Finalement,
La foule exige que le roi et sa famille quittent Versailles pour Paris. Dans l'après-midi, un cortège immense ramène le couple royal et leurs enfants jusqu'au palais des Tuileries, escortés par des milliers de personnes criant. Maintenant, nous allons entrer dans une chute pour le moins tragique et je dirais même pour ma part horrifique et très atroce. Louis XVI tente de fuir avec sa famille pour rejoindre une armée fidèle à Varennes, mais il est arrêté et ramené à Paris. Cet épisode achève de briser la confiance du peuple. En septembre 1792, la monarchie est abolie. Louis XVI, devenu citoyen Louis Capet, est jugé pour trahison. Reconnu coupable, il est condamné à mort. Le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution, donc actuelle place de la Concorde, Louis XVI est guillotiné. Il a 38 ans. Ses dernières paroles, interrompues par les tambours, affirment son innocence et sa prière pour le peuple. Prisonnière au Temple, après la mort du roi, Marie-Antoinette reste enfermée avec ses enfants et sa belle-sœur Élisabeth au donjon du Temple, dans des conditions de plus en plus strictes. Elle est surveillée jour et nuit, privée de correspondance et sait qu'elle sera probablement jugée à son tour, comme un symbole de l'Ancien Régime et une ennemie du peuple. On la dénigre sans relâche, l'accusant de luxure, de trahison et même d'inceste sur son fils. Une accusation inventée, mais qui marquera profondément son image. La séparation avec ses enfants. En juillet 1793, on lui arrache son fils, Louis-Charles, pour le mettre entre les mains d'un cordonnier révolutionnaire, censé le rééduquer. Marie-Antoinette ne reverra jamais son fils. Sa fille, quant à elle, Marie-Thérèse, reste enfermée au Temple, mais séparée de sa mère. Imaginez une seule seconde, voir son mari mourir, être séparé de ses enfants, sans même savoir où ils vont. Vous êtes complètement impuissant, livré au peuple. Il y aura un transfert à la conciergerie le 1er août 1793. Elle est transférée à la prison, surnommée l'antichambre de la mort, pour y attendre son procès. Elle y vit dans une petite cellule humide surveillée en permanence. Les rares témoins parlent d'une femme amaigrie, les cheveux blanchis prématurément, mais qui conserve une certaine dignité. Son procès s'ouvre le 14 octobre 1793, mené par le tribunal révolutionnaire. Les charges sont lourdes: conspiration contre la liberté publique, correspondance avec l'Autriche, dilapidation des finances et même l'infâme accusation d'inceste sur son fils. Marie-Antoinette nie avec fermeté, répond avec calme et lors de l'accusation d'inceste, elle refuse de répondre. Le 13 octobre 1793, à 4 heures du matin, elle est condamnée à mort. Contrairement à Louis XVI, elle n'a pas le droit à la charrette couverte. Elle est conduite à pied, les mains liées devant une simple charrette découverte. Sous les insultes de la foule, elle porte une robe blanche, couleur de deuil pour une reine. Vers midi, place de la Révolution, elle monte sur l'échafaud. Ses derniers mots, adressés au bourreau après lui avoir marché involontairement sur le pied. Quelques instants plus tard, la lame tombe. Elle a 37 ans. Sa fille survivante, Marie-Thérèse, sera libérée en 1795 et exilée en Autriche. Quant à Louis-Charles, il mourra en prison en 1795 à l'âge de 10 ans. Et comme je vous ai dit un peu plus haut, il y aura une vidéo dédiée à la journée avant l'exécution donc de Marie-Antoinette et de la pénible vie de ses enfants. De 1790 au début du 19e siècle, Versailles est vidé et objets précieux, vendus ou dispersés. Le palais reste debout, mais son rôle politique et sa splendeur sont brisés. C'est là que commence la longue période de semi-abandon. Nous entrons donc dans la partie suivante. Nous allons voir les grandes périodes qui vont suivre cette exécution. On aura de 1792 à 1793, comme vu juste avant avec la Révolution qui s'accélère, la chute de la monarchie. Versailles devient un symbole honni de l'Ancien Régime. Les collections les plus précieuses sont envoyées au Louvre, transformées en musée national. Les appartements royaux sont vidés, parfois même vandalisés. De 1793 à 1794, nous entrons dans la période révolutionnaire radicale. Le parc et les jardins sont toujours là, mais moins entretenus. Certaines fontaines sont arrêtées. Le château n'a plus de fonction officielle. Certaines parties du domaine sont utilisées pour stocker des armes ou du matériel militaire. De 1795 à 1800, c'est le palais fantôme. Après la terreur, le château reste sans affectation claire. Quelques bâtiments servent de logement à des fonctionnaires ou des militaires. Les ventes d'objets se poursuivent, ce qui appauvrit encore et encore son décor intérieur. Versailles tombe peu à peu dans un état
d'abandon. Un retour progressif de l'intérêt au XIXe siècle. Napoléon Ier ne s'installe pas à Versailles, mais il fait effectuer quelques restaurations partielles. C'est Louis-Philippe, roi des Français, qui redonne vraiment vie au lieu à partir de 1837, en le transformant en musée de l'histoire de France. Cette vocation de musée va sauver le château de la ruine et lui donner un nouveau rôle. Donc après 1790, on peut dire que Versailles est passé du cœur battant du pouvoir français à une coquille complètement vide et vidée de ses trésors, abandonnée à elle-même, avant de renaître comme un musée au XIXe siècle. De 1870 à 1871, pendant la guerre franco-prussienne, l'armée prussienne occupe Versailles. Le 18 janvier 1871, Guillaume Ier de Prusse est proclamé empereur allemand dans la Galerie des Glaces. C'est une humiliation pour la France. Après la défaite, le gouvernement français s'installe temporairement à Versailles, notamment pendant la Commune de Paris. Nous allons maintenant parler de 1919, une date très connue qui est le traité de Versailles. Et oui, le 28 juin 1919, la Galerie des Glaces redevient le théâtre d'un événement historique majeur, la signature du traité de Versailles, mettant officiellement fin à la Première Guerre mondiale. Le choix de ce lieu n'est pas anodin, c'est une revanche symbolique sur la proclamation de l'Empire allemand en 1871. Au XXe siècle, débutera des restaurations et l'ouverture au public. Le château devient un haut lieu touristique et historique. De grandes campagnes de restauration sont menées au fil du siècle, surtout après les dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale, notamment sur certaines toitures et jardins. On arrive dans la période du XXIe siècle. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Versailles accueille aujourd'hui plusieurs millions de visiteurs par an. Il sert aussi à des événements diplomatiques, sommets internationaux, dîners d'État. Les restaurations se poursuivent en permanence, car entretenir un monument aussi immense est un travail sans fin. Maintenant, on va sortir un petit peu de cette chronologie pour revenir à la période de Louis XIV. Parlons donc de chiffres. Versailles sous Louis XIV, les chiffres sont impressionnants. Au niveau des fontaines et de l'eau utilisée, on compte environ 1400, 1400 fontaines, certaines monumentales, d'autres petites, mais un total de 1400 quand même. Au niveau des sculptures, des bassins et fontaines, environ 600 statues et groupes sculptés sur les fontaines. Réseau hydraulique, plus de 35 km de canalisation en plomb. Au niveau des pompes et systèmes, le plus célèbre était la machine de Marly, construite en 1684, capable de pomper l'eau de la Seine sur plus de 160 mètres de dénivelé pour alimenter Versailles. Au niveau de la consommation d'eau, au total, les fontaines pouvaient consommer plusieurs milliers de mètres cubes d'eau par heure, raison pour laquelle elles ne fonctionnent pas toutes en même temps. Maintenant, je vais vous parler des hommes et des femmes de l'ombre occupant les lieux. Encore une fois, au temps de Louis XIV. Au niveau des fontainiers, on a environ 40 à 50 fontainiers qui travaillent en permanence, organisés en équipe, le long du parcours du roi, pour mettre en marche et arrêter les fontaines à son passage. Parlons maintenant des jardiniers, environ 1500 jardiniers sous la direction d'André Le Nôtre qui entretenait les parterres, bosquets et allées. Au niveau des menuisiers, sculpteurs, peintres, décorateurs, plusieurs centaines d'employés sur le château ou à l'entretien permanent. Alors, au niveau des châteaux et de ses habitants, la superficie du château est environ de 63 000 m² au total. Nombre de pièces, environ 2300. Mais beaucoup sont petites et assez techniques. Nombre d'habitants sous Louis XIV, entre 3000 et 5000. Donc entre 3000 et 5000 personnes en permanence, dont la famille royale, la noblesse, les domestiques, les soldats et les cuisiniers. Au niveau des domestiques, au service direct du roi, on en compte 200 à 300 selon la période. Donc la superficie totale du jardin ou du domaine, on est à environ 800 hectares aujourd'hui, contre environ 8000 hectares à l'époque de Louis XIV avec les chasses et les terres. Les arbres plantés sous Louis XIV, Versailles, ce n'est pas seulement un château, c'est un livre vert sur plus de 3 siècles d'histoire de France, en caisse venant parfois de pays lointains. Petite info, sous Louis XIV, le coût d'entretien de Versailles représentait plusieurs pourcents du budget de l'État et les travaux étaient quasiment permanents. C'était un monstre logistique, une véritable ville dans la ville. Il y avait une autre question qui me trottait en tête. Pourquoi il y a autant de tableaux? Et on a un petit peu répondu dans les infos précédentes.
En effet, en 1837, le roi Louis-Philippe transforme Versailles, comme on a dit, en musée de l'histoire de France. Il veut en faire un lieu qui célèbre toutes les gloires de France depuis le Moyen-Âge jusqu'à son époque. Résultat, des centaines de toiles monumentales sont commandées aux artistes du 19e siècle pour illustrer les grandes batailles, les figures célèbres et les moments clés de l'histoire française. Il récupère aussi des œuvres provenant d'autres châteaux et musées et en commande spécialement pour remplir certaines salles. On va continuer de parler chiffres. Aujourd'hui, on compte environ 6000 tableaux au total. La plupart datent du 19e siècle, mais on y retrouve aussi des œuvres du 17e et du 18e, provenant de collections royales. Beaucoup sont de très grands formats, certains font plus de 6 mètres de large. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, Versailles, ce n'est pas seulement un château. C'est un livre ouvert sur plus de 3 siècles d'histoire de France, écrit en or, en marbre et parfois en sang. Derrière la splendeur de ses galeries et la symétrie parfaite de ses jardins, il y a les ambitions de Louis XIV, la vie plus intime de Louis XV, le destin brisé de Louis XVI et Marie-Antoinette. Ces murs ont vu des banquets somptueux, mais aussi la colère du peuple. Ils ont résonné des rires, des fêtes royales, mais aussi des cris de la marche des femmes. Puis, le silence, l'abandon, avant que le musée de l'histoire de France ne lui redonne une voix. Aujourd'hui, chaque miroir, chaque fontaine, chaque tableau raconte un fragment de cette épopée. Versailles n'est pas figé, il vit à travers les yeux de ceux qui le visitent. Et si on tend l'oreille, on jurait presque entendre encore au détour d'un couloir le murmure des intrigues, le cliquetis des pas sur le marbre et peut-être le souffle discret de l'histoire.